Bonsoir, bienvenue à tous pour cette session où on va parler de Big Data, donc de gros volumes de données, et en particulier d'Hadoop. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous présente la plateforme de production du client pour lequel cette architecture a été mise en place, parce que c'est une plateforme de production dont on n'a pas l'habitude, qui est hors norme, qui est exigeante. Ensuite, on rentrera dans le détail de chacune des briques qui composent l'architecture. Et puis, je vous exposerai les cas d'utilisation que nous faisons de cette plateforme au jour le jour et les améliorations que nous comptons lui apporter dans les mois et dans les années à venir. Alors, avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Pablo Lopez. Ça fait 11 ans que j'évolue dans l'écosystème Java J2E. Depuis 4 ans, je suis consultant chez Xebia, où j'interviens sur des problématiques de performance et de sites web à fort trafic. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je suis actuellement depuis 2 ans responsable des performances du site du client duquel je vais vous parler. Assez naturellement, j'ai dérivé vers les problématiques de DevOps et donc les problématiques de Big Data. Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire d'une start-up. C'est l'histoire d'une start-up qui est née il y a 10 ans sur une idée qui était un petit peu folle. Si à nos points de vente physiques, on ajoutait un point de vente virtuel via Internet pour offrir un nouveau canal de vente. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, cette start-up, tous les ans, génère un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. Donc 3,5 milliards. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas très à l'aise avec les finances, je vais vous donner des chiffres qui vont vous parler peut-être un petit peu plus. Donc tous les jours, on a 1 million de visiteurs uniques sur le site. Sur ces 1 million de visiteurs, environ 1 sur 5 convertissent leur visite en acte d'achat. Donc 200 000 ventes en moyenne par jour. Au final, sur l'année, c'est 61 millions de commandes qui vont être passées. De plus, on a une activité qui est très saisonnière, c'est-à-dire que tous les ans, on sait que vers la mi-octobre, on va avoir affaire à la meilleure journée en termes de nombre de visites et de ventes sur le site. Cette meilleure journée, c'est 350 000 ventes dans la journée, soit environ 10 ventes par seconde. Donc, depuis 10 ans, cette start-up est passée d'une toute petite start-up au leader européen de la vente sur Internet. Donc c'est la société qui fait le plus gros chiffre d'affaires sur Internet en Europe. L'ambition, c'est dans 3 ans d'être le leader mondial sur son secteur d'activité. Pas mal pour une start-up. Bien sûr, pour supporter ce site, il faut une plateforme de production hors norme. Donc j'ai représenté sur cette courbe le nombre de serveurs qui ont été achetés depuis 2005. Donc on est passé, en 2005 on a décidé d'héberger la plateforme nous-mêmes, et donc on est passé de 0, entre guillemets, à plus de 500 serveurs aujourd'hui. Ces 500 serveurs sont répartis sur 2 sites qui sont en actif-actif. Ces 500 serveurs, ils hébergent environ 80 applications différentes. Toutes ne sont pas critiques, ne participent pas au processus de vente, mais participent au processus d'appel. Pour avoir une scalabilité sur ces applications et encaisser nos pics de vente, nous avons décidé de répartir en moyenne ces applications sur 5 JVM par serveur. Donc en comptant les applications qui ne sont pas hébergées sur du Java, on va dire qu'en production, on tourne autour de 1500 JVM. Quand un internaute arrive sur le site, il navigue dans ces 80 applications. Entre chacune de ces JVM, pour lisser la charge, nous avons utilisé un load balancer applicatif qui est HAProxy, dont le papa Willy Tarot était en BOF hier. Et donc, notre internaute qui arrive, s'il suit le chemin le plus long, il va rebondir environ il va rebondir sur 13 niveaux de load balancing. Donc vous comprenez que reconstituer son chemin à travers notre production révèle un peu de la mission impossible. Alors heureusement, comme tout site de production, on a instrumenté notre plateforme, donc on va avoir des sondes JMX, on va avoir des sondes Nagios, mais comme toute startup, on s'est beaucoup reposé sur les logs. Donc nos logs, c'est une vraie mine d'informations. Elles ont
ils ont beaucoup évolué depuis 10 ans. Donc on va avoir la classique, la log technique. Je vais avoir un nom de service, un nom de méthode, un temps de réponse. La log technique qui va me gérer les erreurs, donc des fois une belle stack trace au milieu d'une log. Et puis, au fur et à mesure, on a quand même enrichi avec des logs plus fonctionnels. On va avoir un utilisateur qui a réalisé un acte d'achat. Pour combien, en combien de temps, ce genre de choses. Et puis, on est allé encore plus loin, on va avoir des logs qui sont plus analytiques. Est-ce que j'ai présenté telle publicité à tel utilisateur? Est-ce qu'il a cliqué? Donc, des informations très riches. Au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que ces logs, il fallait quand même essayer de les différencier et de les stocker dans des fichiers séparés. Donc on va avoir une log plus technique, une log pour les erreurs, une log pour la facturation. Donc en moyenne, on est entre 5 et 10 fichiers de log par JVM. Et puis on aime bien avoir de l'information. Donc on va avoir des choses qui sont très verbeuses. On a jusqu'à 7 gigas de log par serveur par jour. Donc une belle mine d'informations. Mais une belle mine d'informations, ça veut dire aussi rapidement un calvaire pour les équipes. On va prendre un exemple. On constate une dérive via des sondes extérieures sur les temps de réponse du site. L'exploitation regarde ces tableaux de bord Nagios, voit rien d'anormal, donc on a vraiment affaire à un problème applicatif. On appelle une deuxième équipe qui est le suivi de prod, qui est dédié à l'application. Alors, premier problème pour le suivi de prod, quand on est en pic de vente, on a mis en place pour protéger les file systems des serveurs des fichiers rotatifs. Avec Log4j et Logback, vous faites un rolling file appender, et puis une fois que le fichier est rempli, on passe à un nouveau, et on garde un certain nombre de fichiers. On s'est rendu compte en pic de vente que nos fichiers ne nous permettaient de couvrir que 30 minutes. C'est un peu embêtant. Le deuxième écueil auquel on va avoir affaire, c'est que nos équipes de suivi de prod n'ont pas accès à la prod directement. On a peur, comme disait Pierre Pédagie ce matin, on est dans la méfiance. Ils vont faire des bêtises si on leur donne accès à la production. Alors notre suivi de prod va décrocher son téléphone, appeler l'exploitation, qui est en panique puisqu'il y a un incident, va demander de lancer la collecte sur les serveurs. Donc on va avoir un petit robot qui va aller copier tous les fichiers de 7 Go sur tous les serveurs, faire un gros tar, copier ça sur un NAS partagé entre la DMZ2 et le réseau bureautique. Et puis notre brave opérateur de suivi de prod va télécharger cette archive énorme sur son poste, la détarer et va pouvoir commencer à l'exploiter. Là, on est déjà à H+2. On a pris 2 heures dans les dents. Et puis, les ennuis ne font que commencer. Quand on a 50 gigas, 100 gigas, 200 gigas de log à analyser et qu'à sa disposition, on a peur, les bâches, on est un peu malheureux. Donc forcément, on atteint très vite la limite de la puissance des postes bureautiques. Il était temps que ça cesse. Il est temps de passer à un mode plus évolué. On arrête de faire de la start-up. On s'inspire des grands du web. On sait que Facebook travaille principalement avec ses logs. Pourquoi on n'irait pas voir ce qu'ils font? Ils savent traiter des gros volumes. Il n'y a pas de raison que nous, à notre échelle, nous ne puissions pas le faire. Alors, les fonctionnalités qu'on va rechercher pour ce système. La première, vous l'avez compris, c'est de réduire ce temps de collecte de 2 heures à sa partie congrue. Donc sa partie congrue, c'est éventuellement l'avoir tout de suite. Donc on va avoir une première étape qui est de centraliser. Chaque ligne de log produite sur un des serveurs d'application doit atterrir à un endroit unique. Bon, éventuellement, on peut avoir plusieurs endroits en fonction des types de logs et des types d'applications, mais on doit pouvoir retrouver ces petits. La seconde fonctionnalité qu'on va rechercher, c'est sécuriser ces fichiers. On l'a vu, quand on a un fichier qui tourne, on perd de la donnée. Avoir 30 minutes d'historique pour analyser un incident, c'est rarement suffisant. Donc on veut sécuriser ces fichiers. Au-delà de ça, maintenant qu'on a centralisé, si on a un serveur ou un disque qui crame, c'est inadmissible de perdre de la donnée. Donc on va essayer de la dupliquer, de tolérer la panne. Là, on a réduit nos 2 heures. Maintenant, il va falloir analyser. Analyser, ça veut dire utiliser des moyens modernes pour utiliser la puissance d'un serveur pour extraire les informations. Un cas simple,
je vais essayer de tracer toutes les transactions de paiement qui ont été effectuées depuis la dernière heure et éventuellement regarder les temps de réponse par serveur pour voir si j'ai pas un serveur qui aurait un lien internet cassé avec le serveur de paiement. Une fois que j'ai analysé, bien sûr, le but c'est d'informer. C'est d'informer le suivi de prod, d'informer l'exploitation. Il y a un incident sur ce serveur. Mais c'est aussi informer les décideurs, les managers, les marketeurs sur la vitalité de notre système. On a un décideur qui va prendre un engagement vis-à-vis d'un client d'un temps de réponse en dessous de la seconde. Eh bien, il va falloir qu'on puisse lui prouver qu'on est capable de tenir cet engagement. Donc, il va exiger des preuves, et ces preuves, elles viennent de l'analyse. Et puis, je vous ai parlé d'une activité qui a une forte saisonnalité. C'est-à-dire qu'un lundi 13h est comparable à un autre lundi 13h, une semaine début du mois est comparable à une autre semaine du début du mois, et d'une année sur l'autre, on est capable de retrouver les mêmes chiffres de vente, les mêmes tendances. Donc il est capital de pouvoir retrouver l'information de la semaine précédente. Si je peux superposer deux courbes de vente, je sais si j'ai un problème ou pas. Et puis une fois qu'on a dit ça, rajoutons-en une couche, pourquoi on ne ferait pas tout ça en temps réel? En effet, si on est en temps réel, par exemple, un des indicateurs de vitalité du site qu'on suit actuellement, c'est le ratio nombre de recherches sur nombre de ventes. Actuellement, ces indicateurs ils sont stockés en base, traités par des procédures PLSQL, et donc on est à 20 minutes de la photo qu'on a prise. Donc on met 20 minutes éventuellement à détecter qu'il y a un incident. Si on peut réduire ce temps, on va pouvoir agir beaucoup plus vite. Alors tout ça c'est bien beau, mais vous l'aurez sûrement remarqué, on est face à de grandes responsabilités. Notre production, si elle s'arrête une minute, on le chiffre en milliers d'euros, en milliers d'internautes mécontents. Et quand on commence à toucher à la production, on a coutume de dire 1 minute d'indisponibilité, c'est Twitter qui s'affole, 10 minutes d'indisponibilité, c'est France Info, 30 minutes d'indisponibilité, c'est le JT de TF1 à 20h. Donc pour ça, on nous impose une disponibilité de 99,995. Donc interdit de toucher à ce chiffre. Le système de centralisation des logs et de collecte doit nous garantir qu'on ne perturbera pas la disponibilité. De la même façon, on a des engagements de temps de réponse sous la seconde. C'est pareil, interdit de dégrader ces temps de réponse. D'autant plus que notre direction nous demande de passer sous les 200 millisecondes. On ne va pas rajouter une couche. Alors on pourrait se dire, comme certains indicateurs sont déjà stockés en base, on pourrait continuer à stocker des choses en base pour avoir du temps réel. Malheureusement, la base, c'est le point de fragilité de notre architecture, notre single point of failure. Donc interdit de la surcharger. Au contraire, si on pouvait l'alléger et sortir des indicateurs, ce serait un plus. Et puis bien sûr, quand on parle de 1200 JVM, si on fait un coût rapporté à la JVM et des multiplications, on se rend compte qu'on va vite aller dans des chiffres complètement délirants. Donc tout ça doit rester à des coûts maîtrisés. Voilà, les données du problème sont posées. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous donne la solution. Donc la solution, ça a été un patchwork de produits open source qui traitent de big data. Donc syslog-ng, Flume, Hadoop, MongoDB et Play. Comment on a opéré notre choix? Donc on a eu un processus de choix itératif sur une plateforme dédiée, représentative de notre production. Les critères de choix que nous avons eus, le premier, le critère inamovible, c'était la non-adhérence au run des applications. Donc on devait être transparent. La seconde, vous l'aurez compris, c'est la tenue à la charge. On peut avoir un message par minute quand on est la nuit, quand il n'y a aucun internaute sur le site. Et puis, en pic de vente, on va être à 30 000, 40 000 messages secondes. Donc il faut qu'on puisse s'adapter. De la même façon, on va stocker et processer de plus en plus d'informations. Donc le troisième critère, c'est la scalabilité facile. On a besoin de pouvoir scaler facilement, à la fois sur les volumes à stocker et sur les volumes à traiter. Et puis le dernier, c'est dans notre culture, c'est la tolérance à la panne, voire même la tolérance à la double panne. Donc notre système, quand il tombe en panne,
quand un des serveurs lâche, on doit pouvoir continuer à servir nos utilisateurs. Donc, on n'a pas été chercher midi à 14h. Facebook le fait, Yahoo le fait, on a été s'inspirer directement de ce qu'ils font. Ensuite, nous n'avons pas les mêmes contraintes qu'eux. C'est-à-dire que si Facebook perd 1 heure de log, c'est pas grave. Si nous, on perd 1 heure de facturation, on est dans le rouge. Donc il a fallu faire des adaptations. Alors je vais détailler chacun des points qu'on a vus tout à l'heure, chacune des fonctionnalités et comment on y a répondu. La première de ces fonctionnalités, c'était centraliser nos logs, principalement sur notre back-end. Donc notre back-end composé de serveurs WebLogic et de serveurs Tomcat. Sur ces back-ends, on utilise Log4j et Logback, ça aura son importance. Le but était de transférer les logs le plus rapidement possible, il faut toujours garder cette notion de temps réel à l'idée, de ces serveurs vers un disque réseau, donc vers un NAS. C'était la première étape qu'on a eue. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé un petit peu ce qu'il y avait de disponible comme appender dans Log4j et dans Logback. Et on a découvert un appender qui s'appelle syslog appender qui log en UDP. UDP, c'est quoi? C'est un protocole réseau non connecté. C'est-à-dire que je vais émettre mon message et je ne vais pas attendre d'acquittement d'une tierce personne. J'ai émis ma trame UDP. Si quelqu'un l'attrape, c'est bien. Si personne ne la prend, tant pis, elle est perdue. Le gros avantage d'UDP, c'est qu'on n'a du coup aucune adhérence. La trame est émise. Si personne ne l'a attrapé, j'ai pas de problème, je continue. Donc là, on avait déjà une première fonctionnalité très importante, de ne pas adhérer à l'applicatif. L'inconvénient du DP, c'est que s'il n'y a personne pour attraper la trame, elle est perdue. Donc si notre processus n'est pas en écoute, on va perdre de l'information. Donc pour limiter ce risque de perte d'information, on a décidé d'avoir un agent qui va collecter en local ces trames UDP. Donc on ne les émet pas sur le réseau, on les émet sur l'interface réseau de la machine. Donc on ne va pas avoir des paquets qui se perdent. On a regardé, on a trouvé un processus qui s'appelle syslog-ng, donc qui est un dérivé de syslog, qui est bien connu par nos admins système. Donc on n'a pas eu trop de mal à le faire passer, ça se comporte à peu près de la même façon, et on peut écouter une source UDP. Donc on va avoir un process en local sur la machine qui va capturer les paquets UDP. Ensuite, il fallait les envoyer à un serveur distant. Et bien là encore, c'est syslog-ng qui nous a apporté la solution, puisqu'on peut avoir un processus syslog-ng en local qui va envoyer sur un processus distant. On a choisi de connecter ces deux processus en TCP pour avoir pour être sûr de la livraison du message. Et puis, syslog-ng arrive à écrire sur le disque. Donc là, c'est parfait. On avait centralisé nos logs. On s'est rapidement rendu compte que ça n'allait pas suffire. Parce qu'en termes de débit I/O et de stockage rapporté au coût, un NAS n'est pas satisfaisant pour les volumes qu'on avait. Donc on a cherché une solution alternative et on est arrivé à Hadoop. Donc je vous en parlerai plus en détail juste après. Premier problème, syslog-ng ne sait pas écrire nativement dans un file system distribué de type Hadoop. Donc il nous a fallu trouver une glue. Cette glue, c'est un framework open source qui s'appelle Flume, qui a été développé par Cloudera, qui fonctionne sur le principe du source et du sync. Donc c'est-à-dire on va écouter une source, ça peut être du réseau, du fichier, et puis écrire dans un sync, qui peut être un fichier, mais surtout qui peut être le file system distribué d'Hadoop, HDFS. Donc on n'avait plus qu'à brancher tout ça ensemble. Donc en fait, quand notre collecteur syslog-ng reçoit une trame, il va la réémettre en TCP en local sur la machine à un collecteur Flume qui va pouvoir l'écrire. On aurait pu brancher Flume directement sur syslog-ng. On a préféré faire comme ça parce qu'on avait commencé déjà dans ce mode-là. Et on aura sûrement une évolution de l'architecture. Donc là, on est content, on a nos logs de notre back-end qui sont centralisés dans un file system distribué qui est Hadoop. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les applications non Java? Donc pour les applications non Java, pas possible de mettre un appender logback, pas possible de mettre un appender log4j. Donc comment ne pas pénaliser le système? Le plus simple, c'est de faire ce que font tous les admin 6, c'est-à-dire un tail du fichier. Ça tombe bien, et Flume et syslog-ng sont capables de faire un tail. Alors pour des raisons d'organisation,
il a été compliqué de mettre syslog-ng, notamment parce qu'on était sur du Solaris, et que le packaging de syslog-ng sous Solaris, c'est pas évident. Flume, c'est un process Java, donc on l'a déployé en local, en respectant la même architecture. On a un process local qui va faire un tail sur nos access logs. Donc chaque fois qu'une ligne est loguée dans le fichier d'access log, elle va être capturée par Flume, et on va le réémettre en TCP sur un Flume distant, centralisé, qui lui va écrire dans HDFS. HDFS, on en parle. C'est lui qui va résoudre notre deuxième point, qui est de sécuriser. Donc HDFS, c'est Hadoop Distributed File System. C'est le système de stockage de fichiers d'Hadoop. Comment fonctionne un cluster HDFS? En fait, on va avoir un nœud principal, qui s'appelle le name node, qui va jouer le rôle de cartographe. Quand il va recevoir un fichier, il va le splitter en chunks de 64 mégas. Donc ces 64 mégas vont être répartis sur ce qu'on appelle des data nodes, donc les autres membres du cluster. Et de manière native, on va dupliquer ces morceaux de fichiers. Donc un fichier de 120 mégas donnera 2 chunks de 64 mégas et on va les dupliquer. Dans notre paranoïa, on a décidé de les dupliquer 3 fois pour être sûr de résister à une double panne. Alors pourquoi HDFS répondait à notre besoin? Donc déjà on a cette sécurité de manière native, c'est-à-dire que si on a un serveur qui tombe, j'ai encore 2 copies de mon fichier. Un des gros avantages, c'est que pour faire ça, on a besoin de serveurs de type commodity. On va dire un serveur qui est entre 2000 et 4000 euros. On n'a pas besoin d'avoir des I/O complètement fous, puisque en fait, à l'intérieur de chacun de ces serveurs, on va mettre le maximum de disques. Donc nous, on est parti sur des serveurs 1U, donc on a mis 8 disques. Des disques communs, donc à 10 000 tours minute. Et puis chacun des disques va apporter son stockage au cluster. Parce qu'on n'est pas en RAID 1, on n'est pas en RAID 0, on est sur un bunch of disques. Puisque de toute façon, la duplication du fichier est réalisée par le framework. Donc pas besoin d'avoir un mirroring en plus. L'avantage par rapport au NAS, c'est qu'on a la sécurité, mais on a une scalabilité directe, linéaire. La scalabilité, elle est simple à obtenir, il suffit de rajouter un serveur. Je rajoute un serveur, les N disques qu'il compose, je les rattache au cluster, et donc j'ai augmenté ma capacité, j'ai augmenté mes I/O possibles. Alors, il y a quand même un problème. C'est que, je vous ai parlé du chef d'orchestre, le name node. Actuellement, il n'est pas possible d'avoir de la haute disponibilité sur le name node. Donc, c'est-à-dire que si mon name node tombe, je vais perdre la cartographie de mes fichiers. Et pour pouvoir de nouveau utiliser mon cluster, il va falloir que je reconstruise ma cartographie. Alors, il y a des méthodes qui permettent d'accélérer ce système, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de mirroring exact du name node. Et puis, le deuxième problème qu'on a eu à affronter avec HDFS, c'est le problème des mini-fichiers. Je vous ai dit, on a une grande variété d'applications, on a une grande variété de logs, on a une grande variété de fichiers visités. Et en fait, HDFS va très mal se comporter avec des petits fichiers. Donc on va dire qu'ils sont significativement inférieurs à 64 mégas. C'est-à-dire que pour garder cette cartographie, notre namenode va les mettre en mémoire. Donc plus vous avez de petits fichiers, plus la mémoire du serveur va augmenter, et donc on arrive rapidement à saturer la heap. Donc il existe des techniques. La plus courante consiste à faire une archive HAR. Donc en fait c'est une archive Hadoop qui va grouper un certain nombre de petits fichiers dans un seul, et donc libérer de la mémoire. Maintenant il faut analyser ces terras de données qui sont centralisées et sécurisées. Il faut pouvoir les manipuler. Là encore, c'est Hadoop qui va répondre à notre besoin. De la même façon qu'on avait namenode et datanode, on va avoir job tracker et task tracker. C'est-à-dire qu'on va coder des jobs MapReduce, donc qui vont être packagés sous forme d'un jar. On va demander au job tracker d'effectuer le job, et lui va envoyer le traitement au plus près de la donnée. Donc chaque fichier de 64 MB va donner lieu à un traitement. Chaque morceau de fichier de 64 MB. Si on prend un exemple,
Donc 2 phases, le map, le reduce. J'ai besoin d'isoler les temps de réponse de mes serveurs. Je veux savoir sur le paiement en combien de temps mon serveur a répondu. Donc je vais aller interroger tous les fichiers qui sont dans mon HDFS. Est-ce que tu possèdes une information de paiement? Ça, c'est la phase de mapping. Je vais filtrer mes fichiers et je vais construire une clé, puisqu'on va raisonner en clé-valeur. Donc je vais construire une clé. Là, la clé, ça va être le service de paiement et puis l'instance sur laquelle il tourne. Ma valeur, ce sera bien sûr le temps de réponse. Ensuite, Hadoop va produire une certaine forme de magie, c'est-à-dire qu'il va déplacer toutes les clés identiques sur un même serveur et fournir une liste de valeurs. Donc en entrée du reduce, j'ai un ensemble de clés et une liste de valeurs. Donc je peux travailler très facilement en itérant sur ma liste de valeurs pour faire une moyenne, un min, un max, 90 percentiles. Et donc à la sortie, j'aurai une vision très précise des temps de réponse que j'ai eu sur mon serveur. En plus, on est sur du calcul distribué. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser la puissance de tous les serveurs du cluster. Donc le CPU, la RAM, les IO. De la même façon que pour le HDFS, on a une scalabilité qui est quasi linéaire. Si j'ai besoin de plus de puissance, si j'ai besoin de traiter plus de données, je rajoute une machine et elle va participer à hauteur de ses ressources. Et c'est ça aussi qui est intéressant, on le verra tout à l'heure, c'est que j'ai pas besoin d'avoir des machines identiques finalement. Chaque machine que j'ajoute dans le cluster va participer à hauteur de sa puissance. Si j'ai une machine qui traite qui va 3 fois plus vite qu'une autre, ben je lui enverrai 3 fois plus de données, elle fera 3 fois plus de job. Mais même ma petite machine peut participer au cluster. On a généré notre rapport. Maintenant, il faut que j'arrive à informer mes utilisateurs et à archiver. Donc dans un premier temps, notre premier job qu'on a fait écrivait son résultat dans HDFS sous forme de fichier Hadoop. C'est pas très sexy, c'est pas très exploitable. Donc on a cherché une solution alternative. La première solution qui nous est naturellement venue à l'esprit, on a de l'Oracle, on va essayer d'insérer nos données dans Oracle. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait Oracle, il allait falloir mettre du HA, il allait falloir avoir des licences assez démentielles. Et donc on a cherché plutôt du côté des bases de données NoSQL. Et on a choisi de stocker ces rapports dans Mongo. Alors pourquoi Mongo? Le premier critère de choix, ça a été l'élasticité du modèle. Nos rapports peuvent très bien évoluer du jour au lendemain. On va pouvoir rajouter des informations qu'on n'avait pas la veille. Et Mongo nous le permet. Donc on a un modèle élastique. Si je rajoute une donnée dans ma collection, c'est pas un problème. Deuxième avantage, c'est que finalement Mongo, c'est facilement interrogeable et puis on a une belle représentation JSON. Donc on arrive à comprendre ce qui se passe dans la base. Ce qui nous a séduit aussi, c'est la maturité des API de requêtage. Par rapport à d'autres, pour ne pas les citer, HBase, qui est la base native qui vient par-dessus Hadoop, on a des API qui sont bien construites. On a une API en Java, on a une API en JavaScript, on peut facilement manipuler des données dans Mongo. Et puis le dernier critère qui nous a poussé vers Mongo, bien sûr, c'est la scalabilité. Donc la scalabilité, de la même façon, on a décidé d'avoir un cluster de 3 serveurs. Mon cluster de 3 serveurs, j'ai la notion de sharding, qui donc sur une base, voire même sur une collection, je peux décider de sharder les données, donc les envoyer sur un serveur plutôt qu'un autre. Au final, donc, notre scalabilité nous a fait qu'on est arrivé sur un cluster Hadoop plus Mongo. On a un Nemnode, 4 serveurs Hadoop et 3 serveurs Mongo. Côté Hadoop, on a 13 Tera de stockage utile, ce qui couvre environ 2 semaines à pleine charge. Et côté Mongo, on a pour chaque serveur 2 Tera utiles et on a décidé de découper ces serveurs en 6 shards. Donc on a 2 shards par serveur. Alors on est content, on a nos données qui sont agrégées en format JSON, mais c'est toujours pas très sexy pour une équipe marketing. Donc il nous a fallu représenter ces données.
Et là, on est parti sur du Play, couplé à des librairies JavaScript, iCharts. Alors pourquoi Play? D'abord pour sa facilité de mise en œuvre, pour les interactions faciles qu'on avait avec Mongo, et puis la capacité à manipuler facilement du JSON et à l'injecter dans nos librairies JavaScript iCharts. Donc si je résume, avec une petite vue end-to-end. Donc on a nos instances qui vont produire une ligne de log en local. Flume va collecter cette ligne, va l'envoyer à un serveur distant, de la même façon sur le back-end, et qui va l'envoyer à un HDFS. De la même façon, sur le back-end, on va avoir Log4j ou Logback qui vont émettre une trame grâce à l'appender syslog, qui va être capturé par le process syslog-ng, qui va l'envoyer au process syslog-ng centralisé, qui le fait suivre à Flume, qui l'écrit dans HDFS. J'ai centralisé mes logs, je peux les traiter. Donc je déclenche un job MapReduce, qui va me transformer mes données brutes en données agrégées. Je stocke ce rapport en BSON dans Mongo, et mon instance Play va venir interroger les collections Mongo et produire des graphiques plutôt sexy pour le marketing. J'ai couvert les 5 premiers points des fonctionnalités recherchées. Il en reste une, peut-être la plus difficile, le défi du temps réel. On l'a dit, on a quelque chose comme 30 000 messages secondes. La première partie, c'est-à-dire la partie centralisation, ça n'a pas été trop difficile d'arriver à du temps réel. Donc avec un peu de tuning des stacks UDP et TCP, l'arrivée d'un fichier sur le serveur est quasi immédiate. Sur le serveur central est quasi immédiate. Le premier problème auquel on a eu à faire face se trouve côté Hadoop. Hadoop est incapable de faire tourner un job MapReduce sur un fichier qui est non clos. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir fermé le fichier et on ne peut plus faire d'append dedans pour pouvoir le traiter. Là, vous avez compris, on est en streaming quasi continu du début à la fin, donc il a fallu faire quelque chose. Et cette solution, c'est Flume qui nous l'a apporté. Flume propose des mécanismes d'extension via des plugins. On peut rajouter des sources, on peut rajouter des syncs et on peut rajouter des filtres. Donc on a décidé de rajouter un sync qui, toutes les minutes, clôt le fichier. Comme ça, on est sûr qu'à la minute près, on a un fichier qui est fermé. Donc, traitable. Alors là, on était ravis, on a fait tourner notre premier job, et pour 1 minute de log, on mettait 45 minutes à exécuter notre MapReduce. Pas brillant. La première intervention, elle s'est faite au niveau du cluster Hadoop et Mongo. Déjà, on a dédié une interface. Toutes les trames réseau que s'échangent les datanodes sont passées sur une interface dédiée. C'était la première chose. La deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Hadoop, il y a environ 150 paramètres qui sont manipulables. Bon, on a été voir un petit peu les best practices et on s'est concentré sur certains. Donc, il faut savoir que chaque map et chaque reduce démarre une JVM. Donc, cette JVM peut être tunée. On peut tuner la heap de chacune des JVM qui démarrent. Donc là, déjà, on a gagné un petit peu. Ensuite, on a pu tuner la taille des chunks. 64 mégas, c'est la base. On avait des use cases qui demandaient plus et des use cases qui demandaient moins. Donc on a tuné la taille des chunks en fonction des sources d'arrivée. On a tuné aussi les interactions avec Flume. Flume a un mécanisme de filtre, ce qui nous a permis de faire un certain nombre de traitements. Donc par exemple, isoler l'instance qui a produit la ligne de log, on peut le faire dans Flume. Donc on gagne un petit peu en CPU. On a beaucoup tâtonné. Et on est arrivé à quelque chose, principalement en levant aussi une contention sur l'écriture de la base. Donc Mongo, on a mis des processus Mongo S, donc qui vont pouvoir collecter les informations d'insert, d'update, au plus près des nœuds, sur chacun des nœuds du cluster Hadoop, pour qu'on diminue les échanges réseau. Après tout ça, on est arrivé à un job qui prenait 6 minutes. On commençait à voir le bout du tunnel. Et là, on s'est intéressé au job en lui-même. Donc c'est du Java, c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est un exercice difficile parce que la programmation distribuée, c'est pas quelque chose de naturel.
Donc la première chose qu'on a fait, c'est de faire la chasse aux librairies tierces. Plutôt que d'embarquer tout un tas de frameworks qui vont transiter par le réseau pour être déployés sur chacun des nœuds sur lesquels ils vont être exécutés, on s'est dit on va faire du simple. On a tout enlevé. On a fait la chasse au process CPU gourmand. Le CPU, il est partagé entre tous les jobs MapReduce. Si on a des process CPU, typiquement des pattern matchers qui sont mal gaulés avec des expressions régulières longues comme le bras, on va manger énormément de CPU pour rien. On a pas mal bossé sur la sérialisation des objets. Comme vous l'avez compris, les objets ils sont échangés entre les data nodes. Et on a mis en place une sérialisation ad hoc. Et puis, il a fallu aussi comprendre les mécanismes internes du MapReduce. Je vous ai dit, il y a une partie un petit peu magique entre le map et le reduce. C'est ce qui s'appelle le shuffle et le partitioning. Et c'est là où Hadoop va agréger les clés, va dire ces clés sont identiques, je vais les mettre sur le même nœud. Donc l'idée, c'est de dire je vais essayer de comprendre ces mécanismes-là pour les optimiser. Et Hadoop me permet d'écrire mon propre partitionneur, d'écrire mon propre shuffler. À la fin, on est arrivé à 45 secondes. Donc pour traiter 1 minute de log, on met 45 secondes. Donc à partir du moment où la trame est émise, le temps qu'on ferme le fichier avec Flume, il s'est passé maximum 2 minutes. Quelle utilisation on en fait au quotidien? La première, celle qui a drivé le projet, c'est d'avoir des SLA à présenter à nos partenaires extérieurs. Donc tous les jours, vers minuit 30, on a un job qui tourne, qui analyse les logs de la journée pour dire voilà, notre SLA c'est ça. On fait la même chose avec nos clients. On a certains clients qui nous ont demandé des temps de réponse, donc tous les jours on leur fournit un service. Donc là vous avez la répartition du nombre d'appels par jour sur l'ensemble des services. Le deuxième use case, alors désolé il est flou, c'est un use case de corrélation des logs. Donc pour le suivi de production, j'ai un internaute qui va avoir un problème de paiement. Je veux savoir par quel serveur il est passé, par quel JVL, comment j'ai rebondi à travers mes différentes couches. Donc là, on va aussi avoir un job MapReduce qui va isoler l'identifiant unique de l'internaute et le chercher dans toutes les logs. Et ensuite, on va les agréger par date. Et les sauts que vous voyez, en fait, c'est des sauts de machine. Donc à chaque fois que j'ai un décalage, une tabulation, j'ai changé de machine. Et là, notre suivi de prod, tout de suite, en 10 minutes, il est capable de savoir par quel serveur un internaute est passé. C'est une information vitale. Dernier cas d'utilisation au quotidien, c'est un cas d'utilisation vraiment temps réel. Quand on fait une mise à jour du site, quand on fait une mise en production, on utilise la méthode du canary testing. C'est-à-dire qu'on va mettre en production la nouvelle version du site sur un 1/5 de la prod environ. Donc sur un cinquième des internautes va tomber sur cette nouvelle version. Et voilà. Et l'idée, c'est de dire, je veux être capable de savoir s'il y a des liens cassés dans cette nouvelle version. On a plusieurs partenaires extérieurs qui nous appellent, peut-être qu'on a oublié. Donc on va suivre, grâce aux access logs d'Apache, les 404. Donc je suis capable d'isoler ma prod ancienne version, ma prod nouvelle version, et de regarder si j'ai un écart dans le nombre de 404 vus par les internautes. Si j'ai un écart, je peux agir quasiment automatiquement. En 10 minutes, si j'ai une augmentation spectaculaire du nombre de 404 vus par les internautes, je sais qu'il y a un problème. Ça, c'est quelque chose qui est offert par des outils extérieurs. C'est la première chose qu'on m'a rétorqué. Sauf que les outils extérieurs, au-delà de l'heure, en dessous de l'heure, ils voient rien. Donc 1 heure, là on a gagné 50 minutes. Alors tout ça, ça a donné pas mal d'idées à pas mal de monde. Donc l'avenir, c'est d'abord l'avenir des use cases. L'avenir pour nous, c'est des nouveaux use cases. Le premier, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, mon suivi d'indicateur nombre de recherches sur nombre de ventes, que je suis à 20 minutes. Il est prêt, il va aller en prod, il va décharger la base de ces informations inutiles. On a regardé que décharger la base de ces informations, ça allait nous faire gagner 10% de CPU sur la base, ce qui est non négligeable. Et donc on est capable de le suivre à 2 minutes. Donc toutes les 2 minutes, on peut savoir s'il y a une dérive de cet indicateur. Si mon nombre de ventes tombe à 0, je suis capable en 2 minutes de réagir. Ça c'est un use case technique encore.
Puis il y a le marketing qui est venu nous voir, qui s'est dit bah, ça a l'air intéressant votre truc. Est-ce qu'on pourrait pas, avec les access logs, tracer ce que fait le robot Google quand il crawl le site? Bah si, on est capable de trouver l'agent ID du robot Google, d'isoler les logs et de regarder ce qu'il fait. Et puis en plus, on va corréler ça avec les référeurs. Donc combien Google m'a renvoyé de personnes sur ces pages. Et donc là, on a une vraie plus-value pour le marketing, c'est-à-dire ils savent vraiment ce qu'a fait le robot Google sur le site. Au-delà des sitemaps et ainsi de suite, on sait par quelle page il est passé. Un dernier use case qu'on nous a soumis, qui est peut-être le plus étonnant, c'est comme tout site marchand, on est soumis à la fraude à la carte bleue. Donc la fraude à la carte bleue, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va acheter un produit avec une carte bleue volée, et donc ce produit ne sera jamais payé, sauf par les assurances, mais on rentre dans des problématiques un peu élevées. Généralement, cette fraude, on la détecte par une combinaison d'IP, de produits achetés, et puis de comportement de l'internaute. On fait ça quand on a le temps, c'est-à-dire généralement à J+2, J+4, c'est trop tard. Le produit est payé, acheté, on ne peut plus intervenir. Avec notre système d'analyse Big Data, on peut réduire ça à 10 minutes. En une dizaine de minutes, on est capable de voir que là, il y a probablement un cas de fraude. Donc, remonter une alerte, investiguer, et s'il le faut, annuler la vente. Donc, remettre l'objet en vente, ce qui est important pour nous. Alors, l'avenir, c'est aussi l'avenir de notre plateforme. Comme je vous ai dit, on a un site, on est en site actif-actif, donc on a 2 clusters, donc 2 clusters d'une dizaine de machines. Et puis, avec l'augmentation du nombre de use cases, on va avoir besoin de puissance. Donc on a de la marge. Pour l'instant, on est à 5 machines dans notre cluster Hadoop. Ça, c'est le cluster de Yahoo, le plus gros du monde, qui fait 4000 serveurs. Donc ils sont beaux, ils sont tous bien rangés. Nous, on sait que notre cluster ne ressemblera pas à ça. Il ressemblera plutôt à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on a des machines qui arrivent en fin de vie, donc des machines qui ont 3 ans, qui ont quand même une puissance raisonnable. Et plutôt que de les envoyer à la benne, on va les recycler dans notre cluster. Alors il faudra bien sûr évaluer le rapport puissance-coût, mais voilà, on leur a trouvé une deuxième vie et on sait qu'on va pouvoir scaler notre cluster comme ça. La deuxième évolution extrêmement importante pour notre plateforme, c'est la haute disponibilité sur toute la ligne. Donc on a procédé à des tests de résilience, donc en faisant tomber tous les frameworks, toutes les parties de l'architecture, on sait qu'on est hautement disponible, sauf sur ce fameux NameNode. Donc on attend impatiemment que le NameNode devienne hautement disponible. Et la dernière évolution, qui je pense sera la plus décisive, c'est de donner le pouvoir à nos utilisateurs. Comme vous avez vu, pour l'instant, on est dans un cadre relativement contraint. Si je veux produire un rapport, je suis obligé de développer un job map reduce. C'est pas évident, on ne peut pas les déployer à la demande et ainsi de suite. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment de l'analyse de log à la demande. Donc à la demande, ça veut dire brancher un requêteur sur notre système. Donc là, on a plusieurs pistes, on n'a pas encore trouvé. Il y a Hive, qui est proposé nativement par Hadoop. On a aussi Cascading, qui peut permettre de faire des greps des SED un peu plus facilement. Donc on est en train de chercher. Et puis, comme vous avez vu, on a quand même un patchwork de produits, et on a une roadmap de ces produits qui est assez floue. Si je m'étais présenté devant vous il y a 6 mois, je vous aurais dit on est parti sur une stack bêta. C'est-à-dire tous les produits étaient bêta, quasiment. Ça a un corollaire, c'est que la documentation est pas à jour ou pauvre. Heureusement, on est sur de l'open source. Il y a toujours moyen d'aller voir dans le code ce qui se passe vraiment. Donc d'ailleurs, on a prévu de commiter sur Flume, qui est passé de Cloudera à l'incubateur Apache. On a un certain nombre de valves et de bonnes pratiques, notamment du monitoring JMX, qu'on aimerait reverser. Un autre point faible et une autre crainte, c'est la versatilité d'Hadoop. Hadoop, entre la version 0.19, 0.20, il y a eu une 0.21, une 0.22 qui ont disparu, tout bonnement. Une 0.23 qui sera peut-être promue un jour, et à chacune de ces versions, l'API des Job Map Reduce a été modifiée.
et même la pensée, la mécanique interne du MapReduce a été modifiée. Donc on a décidé il y a 6 mois de partir sur une 0.20, on a bien fait, c'est celle qui a été promue en 1.0, donc on est content, on a une version 1.0. Mais voilà, ils sont parfois difficiles à suivre. Alors j'ai beaucoup parlé des très grands, de Yahoo qui fait toute son analyse publicitaire comme ça, de Facebook qui va faire tout son BI comme ça, LinkedIn qui fait tout son massive mailing de cette façon. Alors est-ce que c'est réservé uniquement aux grands, ces architectures? Ma réponse elle est claire et elle va être sincère, c'est non. J'ai eu affaire à plusieurs productions plus petites, on va dire à partir de 4 serveurs Tomcat. Et puis, chaque fois que j'ai eu besoin de diagnostiquer un problème, j'allais me connecter en SSH sur chacun des 4 serveurs, je récupérais les logs sur mon poste et je commençais à les parser. Pourquoi continuer à faire ça quand on a des outils qui permettent de faire mieux? Pour vous parler un peu chiffres, l'architecture que je vous ai décrite, c'est 70K d'investissement, 70 000 € d'investissement, principalement en machine. Et 50 jours de travail pour le setup du cluster et les premiers jobs. En plus, vous pouvez facilement rentrer dans Hadoop. Cloudera propose une machine virtuelle VMware qui contient déjà Flume et Hadoop. Vous avez juste à la brancher, vous pouvez commencer à développer. D'ailleurs, sur le stand de Xebia, on propose un mini-atelier MapReduce. On a monté une infrastructure Flume, Hadoop, MongoDB qui tourne sur EC2. Et je vous invite à venir développer des MapReduce avec nous. Il n'y a pas de quoi être effrayé. Le code de cette application sera bientôt disponible sur GitHub. Il faut juste qu'on nettoie les mots de passe, mais voilà, on devrait bientôt arriver à le mettre sur GitHub. Bien sûr, tout ça, ça se fait pas tout seul. Donc, il y a des gens que je tiens particulièrement à remercier. Donc, Philippe Martin, qui a été le directeur du projet, qui a, depuis l'idée folle à la machine à café jusqu'à la mise en production, nous a toujours soutenus. Et puis Arnaud Janson et Jean-Philippe Autin, alors je sais pas, ils doivent être quelque part dans une autre salle parce qu'ils connaissent ça par cœur, qui ont développé les premiers jobs MapReduce et qui m'ont aidé à convaincre le COMEX qu'il y avait une vraie valeur métier derrière tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? On va commencer excusez-moi, à droite, oui. Alors, la question, c'est quel est le comportement d'un nœud quand il est rajouté à un cluster Hadoop? Au niveau stockage. Donc, en fait, quand on rajoute un nœud au cluster, la seule chose qu'on va déclarer, ce qu'on va faire sur ce nœud, c'est déclarer sur quel disque on va pouvoir prendre des données et lui indiquer l'adresse du name-node. Ensuite, il suffit que je démarre les process pour que ce nœud aille s'enregistrer directement au niveau du name-node et commence à participer au stockage. Alors, tant qu'il n'y a pas de nouvelles données, il n'y a rien qui va sur le nœud. Il y a des mécanismes de rééquilibrage de la charge. Donc, c'est-à-dire, je me connecte sur le name-node, je passe une commande d'admin qui est balance, et donc il va rééquilibrer les chunks. D'autres questions? Oui. Ouais. Donc le sharding, c'est répartir une collection plutôt que de dire, ou une table en Oracle, plutôt que de dire je vais mettre tout ça sur un même disque, sur un même serveur, je vais essayer de répartir pour avoir plus de capacité de disque et puis me protéger aussi des d'IO trop gourmands. Donc on va dire je vais définir une clé de sharding. Imaginons j'ai des données sur la semaine. Je vais dire mon sharding c'est le jour de la semaine. Donc toutes les données de lundi vont aller sur le serveur 1, toutes les données de mardi sur le serveur 2 et ainsi de suite. Donc on répartit la charge, on lisse. Là-bas, s'il vous plaît. Oui. Clé en main. Ouais. Donc la question c'est est-ce qu'on a essayé d'autres solutions avant de monter toute cette architecture et d'avoir des solutions un peu plus clés en main. Donc on a essayé Greylog, on a commencé par regarder Splunk. Et Splunk avec les volumes qu'on avait, au prix indiqué, on n'aurait jamais tenu. Greylog, au moment où on a démarré le projet, c'était une version qui n'était pas très très stable.
et à partir de 10 000 messages secondes, on commençait à s'écrouler et on ne voyait pas comment on allait scaler. Donc on s'est dit, on va partir sur quelque chose qui est couramment réparti chez les grands éditeurs, chez les grands du web. Oui. Alors, la question c'est pourquoi on n'est pas parti sur HBase plutôt que sur MongoDB. En fait, HBase rajoute une surcouche à Hadoop. Une surcouche qui vient avec son propre tuning. Donc déjà, on a eu beaucoup de mal à tuner le cluster HBase, en plus du tuning Hadoop. Donc ça nous a un peu refroidi. Et puis, on s'est rendu compte que pour les développeurs, en fait, l'idée c'est que chacun va faire son interface à la fin. Moi, développer des interfaces et des courbes, on a démontré le principe, mais je veux pas être loqué dans ce team-là. Donc, on s'est dit que chacun allait développer son interface. Et interroger une interface HBase, c'est vraiment pas évident. Disons qu'une interface Mongo, avec ses documents, avec sa recherche, avec la construction en JSON, c'est bien plus évident qu'une clé-valeur type HBase. Oui. Alors ça, c'est en cours. La question, c'est pourquoi on n'a pas remonté Flume jusqu'au Appli Java comme on l'a fait. C'est en cours, en fait. Donc on est en train de... Voilà, on était parti sur syslog parce que c'était un process système que nos admins système maîtrisaient. Et là, on leur a montré que Flume, ça marchait, et donc on va réussir à migrer. Oui. Oui. D'accord. La question, c'est combien de temps on a mis à arriver à cette analyse. Alors en fait, le problème, il n'est pas d'hier. Il est très vieux. Il y a eu plusieurs essais de produits commerciaux, de serveurs de centralisation qui se sont écroulés les uns après les autres. Et puis, on avait un vrai besoin qui était, il fallait sortir les SLA. Contractuellement, on avait besoin de sortir les SLA. Donc, on travaille sur ce projet depuis, on va dire que la maturation, la première discussion de machine à café, c'est il y a 1 an. Il est en production depuis fin décembre. Donc on va dire entre, on va dire 8 mois de maturation pour arriver à ça. Oui, la deuxième question. Alors ça, pourquoi pour les loggers, Logback et Log4j, c'est historique. C'est juste en fait, on a 2 applications dans le back-end. Une qui est restée sur Log4j, qui va bientôt migrer. Mais voilà, c'est juste une désynchronisation entre certaines applications. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un poil plus fort? Du Nemnode? Ouais, tout à fait. En fait, la solution existe en Hadoop 0.23. Alors on a eu, non mais on a eu une vraie frayeur, c'est que en ouvrant la doc de Hadoop 1.0, on a vu le backup node, qui est exactement ça. Et en fait non, c'est une erreur de report de log. Donc la doc existe dans le 1.0, mais la fonctionnalité n'existe pas. Donc on sait qu'elle va sortir, elle est déjà disponible en bêta et on l'a déjà testée. Oui. Oui. Alors, on est plutôt. Alors, la question c'est pourquoi Mongo plutôt qu'Elasticsearch. Je vous rappelle que dans notre HDFS, on a de la donnée brute. Donc l'idée c'est de produire un rapport agrégé, donc de réduire le volume de données. Je vois pas bien ce qu'on aurait indexé avec Elasticsearch. La même chose que ce qui était dans Mongo. Oui, mais l'idée, c'était de pouvoir accéder directement aux données agrégées pour les manipuler dans une application Java. Donc, autant avoir un stockage qui me donne directement mon document, plutôt que de repasser par une recherche dans le HDFS. Mon HDFS, il est déjà soumis à beaucoup de contraintes. Donc on préférait sortir ça complètement du HDFS, et à la limite, si les utilisateurs veulent rafraîchir leurs données toutes les secondes, on ne va pas avoir d'impact. Plutôt qu'avec un Elasticsearch qui serait venu par-dessus et qu'on aurait eu plus de mal, je pense, à paramétrer. Oui. Tu as parlé de détection de fraude, oui. pattern matching.
Ouais. C'est à quel moment? C'est des jobs Hadoop Ouais, alors la question c'est à quel moment il y a des détections de fraude. C'est des jobs Hadoop. Parce que déjà on a une liste d'IP. Donc déjà quand on sait que les IP proviennent de là, on commence à lever l'alerte. Et là on passe les jobs. Je suis désolé, je ne peux plus prendre de questions. Je vous invite à venir discuter à la sortie. Merci pour votre attention.